Natacha Polony et Michel Onfray. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Natacha Polony, vous êtes donc professeure, enfin vous l'étiez en tout cas. Je l'étais. Ouais. Journaliste, essayiste, directrice de la rédaction de Marianne et patronne de la web télé Polony Télé. Bonsoir Michel Onfray, vous êtes d'Argentan, vous êtes professeur, philosophe, patron de la web télé Michel Onfray. On vient de revoir les images. Alors l'antisémitisme, face sombre de certains gilets jaunes, comme le titrait Le Monde en début de semaine, Natacha Polony. Non mais on a vu monter dans ce mouvement certaines formes d'antisémitisme au fur et à mesure que ce mouvement était privé de ce qui faisait au départ sa base populaire. Mais ça ne signifie pas que ce mouvement intrinsèquement était ce que disent certains aujourd'hui. Alors il faut affronter, je pense, la réalité de cet antisémitisme. Et il faut analyser sans aucune complaisance ce qui aujourd'hui en France est en train de surgir comme antisémitisme. En l'occurrence, là, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est dans une mouvance pro-palestinienne, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait résumer comme de l'islamo-gauchisme, qui utilise l'antisionisme pour masquer l'antisémitisme, et la haine et la violence qui s'expriment là, en fait, elle existe depuis des années. Ce qui me gêne un tout petit peu dans cette séquence, c'est que j'ai l'impression que, au lieu d'analyser réellement ce qui est monté depuis des décennies en France, c'est-à-dire cet antisémitisme, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire une radicalité malsaine, on est en train d'utiliser cela pour parler de l'ensemble des Gilets jaunes. Mais Alain Finkielkraut est celui qui a dit les meilleures choses sur ce sujet-là. Il a été d'une dignité absolument admirable. Il a été extrêmement précis sur le fait qu'il faut savoir distinguer ce qu'a été ce mouvement dès le début, c'est-à-dire le fait de rendre visibles des gens qui étaient totalement invisibles jusqu'à présent, et puis ce qu'il devient confisqué petit à petit par des extrémistes qui se sont greffés là-dessus et qui sont en train de prendre le pas. Et ça, c'est profondément dangereux. Michel Onfray. Moi, je souscris absolument. Je n'ajoute rien à ce que dit Natacha, je suis entièrement d'accord. Les garçons? D'abord, moi je voudrais dire que j'ai eu la même association d'idées que Michel Onfray quand j'ai vu l'agression contre Alain Finkielkraut. C'est vrai que j'ai pensé à Varsovie. Des gens sur des trottoirs avec quelque chose d'apeuré dans le regard, une foule extrêmement hostile. Moi, j'ose pas imaginer ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu des flics à proximité. Je pense que voilà, et des gens pour filmer. Je pense qu'il a un peu retenu les gens. Après, ce qui me navre un peu dans cette histoire, c'est que après le scandale absolu que cette agression contre Alain Finkielkraut, il ne peut pas y avoir de nuances, il ne peut pas y avoir même de débat là-dessus. On est parti sur qui sont les vrais antisémites d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on essaie de séparer par appartement les antisémites. Moi, je regarde, mais sur cette vidéo, je vois que la personne la plus virulente fait en effet partie de la mouvance salafiste. Autour de lui, il n'y a pas que des gens qui ont l'air sortis de mosquées radicales. Il y a des gens qui représentent d'autres formes d'antisémitisme. C'est la jonction entre plusieurs formes d'antisémitisme. Plus un troisième cercle de gens qui n'interviennent pas, qui regardent comme au spectacle. Il y a une personne qui va protéger Finkielkraut, pas deux. Et je trouve que vouloir absolument séparer les antisémitismes, un antisémitisme de l'islamo-gauchisme et puis un antisémitisme de la quenelle est une faute d'analyse qui ajoute la confusion. Ils se sont rejoints. Mais moi, ce que j'entends dans beaucoup, c'est ce que j'entends dans beaucoup de commentaires. Au lieu de faire front commun, chacun défend un peu une chapelle ou alors attaque une autre chapelle. Je trouve que ça ajoute encore de la confusion au scandale. Voilà ma position. Bon, moi, je me marre en écoutant Eric Nolot qui a d'abord tweeté, parce qu'on m'envoie tes tweets. Moi qui ne suis pas sur Twitter, et qui a d'abord tweeté sur le danger brun, les chemises brunes. Non, qui voyaient, tu as parlé de danger brun, ou je sais plus ce que tu as dit, enfin bref, les fascistes ou les antisémites. Donc ça me fait... Non, ça me fait marrer doucement. C'est vrai que manifestement, ce type-là, il a lu toutes les œuvres complètes de Maurras. Ça se voit tout de suite. Non, mais ça se voit tout de suite. Quel rapport? C'est un islamo-fasciste. Non, voilà. non. C'est un islamo-gauchiste salafiste. Et donc, quand il dit, quand il insulte Finkielkraut, c'est pas l'antisémitisme qu'il a pris dans Maurras, c'est l'antisémitisme qu'il a pris dans le Coran. Il faut appeler un chat un chat. Alors maintenant, si ça te déplaît, je comprends, et ça en déplaît beaucoup. Libération passe les jours et les jours à essayer de ne pas le dire. Le Monde fait des grands éditos pour dire la haine, l'antisémitisme. Mais qui est responsable? Qui
Qui? Voilà. De quoi? Mais oui, mais c'est parce que c'est la réalité, Nolo. C'est la réalité qui a chassé les Juifs de Seine-Saint-Denis. Ils sont pas chassés du 16e, les Juifs. Ils sont pas chassés du 16e. Encore une fois, ils sont chassés de Seine-Saint-Denis. C'est dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis qu'ils ne peuvent pas aller. Et ça fait des années que ça dure, et ça fait des années qu'on le nie. Je dis qu'il faut considérer le phénomène global plutôt que c'est ça qui est global. Mais c'est ça qui est global. Je pense que ce qui est frappant, c'est surtout que ce phénomène-là, qui est cet antisémitisme des banlieues qu'on a refusé de voir pendant des décennies, est en train de rejoindre celui d'Alain Soral, qui depuis des années travaille sur la toile et qui a quand même une jonction qui s'est opérée, qu'on a déjà vue en 2014 lors de la fameuse manifestation Jour de colère. Voilà, c'est quand même une des fois où on a crié mort aux Juifs dans les rues de Paris, et c'était ces publics-là, c'est-à-dire les deux. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est uniquement un antisémitisme sorti du Coran, ce n'est pas ça. En revanche, il me semble que ce qui est surtout frappant là-dedans, c'est le fait qu'on va une fois de plus se réunir, dire que c'est affreux, et demain ça continuera. Demain on n'agira pas sur le fond. Natacha, pourquoi ça continue? Pour deux raisons. D'une part, parce que le terreau de cet antisémitisme, que ça vous plaise ou non, c'est l'immigration qu'on a reçue depuis des décennies. Et que tous les gens qui manifestent aujourd'hui, qui appellent à la manifestation contre l'antisémitisme, sont les gens qui ont été le fourrier de cette immigration massive. Mais s'il n'y avait pas eu cette immigration massive, il n'y aurait pas de problème d'antisémitisme. C'est un peu plus complexe. Non, c'est pas un peu plus. Non, ça c'est trop facile de complexifier pour ne pas voir la réalité. Pardon, la réalité, je viens de la nommer. Donc le problème n'est pas là. Je pense qu'il faut nommer toute la réalité. L'antisémitisme classique en France, traditionnel, j'ai travaillé là-dessus, etc. Il est mort en 1945. Selon le mot célèbre de Bernanos, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. Je vous parle... Ce mot-là est utilisé à tort et à travers pour oublier que l'antisémitisme originel catholique a été celui des années 30, dont on nous rebat les oreilles là, ce n'est pas celui-là. En revanche, il y a un fond d'antisémitisme venu de toute la mouvance Soral. C'est l'extrême gauche. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Et simplement, c'est en train de travailler une part de la société française qui se nourrit de frustration et de ressentiment. C'est pour ça qu'il faut l'analyser. Nous, dans Marianne, vendredi, on publie un sondage qui montre que les clichés antisémites, alors paradoxalement, ont reculé depuis 3-4 ans. C'est-à-dire qu'il est totalement faux d'expliquer que l'antisémitisme explose, que la France est devenue un pays où on peut s'exprimer, où on peut sortir des horreurs antisémites. Ça n'est pas vrai. En revanche, il y a une radicalisation de ceux qui sont dans ce terreau antisémite. Mais je ne pense pas qu'on puisse uniquement l'attribuer à l'antisémitisme des banlieues. Je pense qu'il faut analyser l'ensemble du phénomène, c'est-à-dire le fait que le ressentiment, aujourd'hui, est en train de toucher une part importante de la population. On a une alliance très simple. Je laisse parler après Michel. On a une alliance très simple entre l'extrême gauche qui cherche des troupes pour abattre le capitalisme et l'État et qui va les chercher en banlieue, et les frères musulmans qui cherchent des alliés français pour islamiser la France et qui prend comme cible les juifs et aussi les églises. Je rappelle qu'il y a 2 églises par jour en ce moment qui sont brûlées, saccagées. Non, c'est pas la moitié, c'est toute l'analyse. Voilà, c'est ça le fond de l'affaire. Maintenant, on peut inventer un antisémitisme d'extrême droite. On a le droit, ça fait plaisir. On va trouver 3 nazillons et on va dire, regardez, c'est beaucoup plus complexe que ça. Avant l'agression d'Alain Finkielkraut, les manifestations d'antisémitisme les plus repérables au sein des Gilets jaunes, enfin ceux qui revêtent un gilet jaune, je ne sais pas si c'est des Gilets jaunes, c'était la quenelle. C'était la quenelle. La quenelle, excuse-moi, c'est pas une invention. La quenelle, c'est l'extrême gauche, c'est Dieudonné. Dieudonné. Il n'y a plus de Gilets jaunes, Michel Onfray? Si, il y a des Gilets jaunes. Moi, je souscris à l'idée qu'il y aurait une convergence des luttes antisémites. Et qu'il y a des gens de droite et des gens de gauche, qu'il y a un islamo-gauchisme et qu'il y a aussi effectivement des gens de droite qui sont toujours dans la vieille logique de l'antisémitisme chrétien, si vous voulez. Même s'il y a eu Vatican II, j'entends bien, et le fait que le peuple déicide, ça n'est plus lieu ou ça n'est plus droit de citer. Mais effectivement, il y a une convergence des luttes, il y a les uns et les autres. Mais les autres, ils sont combien et les uns, ils sont combien, Michel? Mais si, moi, c'est mon problème. Si vous en avez 3 et que vous en avez 30 000 de l'autre côté, c'est pas la même chose. Sauf que personne n'est capable de faire une sociologie
qui permettrait de dire 80-20%. Mais bien sûr qu'aussi ça se... C'est pas ça le problème. Mais si c'est ça le problème. Non, c'est qu'il y a de l'antisémitisme et que le problème n'est pas de chercher d'où l'antisémitisme vient, ça c'est trop de facile. droite, de gauche. Ça vous faites comme Natacha, vous noyez tous les poissons et vous dites oh là là ils sont tous antisémites. Mais si, vous dites c'est complexe. Vous n'êtes pas face à des gentils du Parti Non, je sais bien, J'en dirais vraiment, Mais pas du tout. Mais je sais bien. Mais du coup, en nous accusant de noyer le poisson, vous mettez tout sur le même. Non. Pardon, mais en 2009, quand Alain Soral et Dieudonné ont fait liste commune, leur liste antisioniste, le discours qu'a tenu Soral, c'était de dire la France Black Blamber, elle est là, c'est nous, et nous allons la faire contre un ennemi commun. Discours de SOS Racisme en 80. Tout était là. Non, La là, France en Black l'occurrence, Blamber. contre un ennemi commun, C'est ça qu'il a rajouté. Je suis d'accord. Et bien Je suis voilà. d'accord, c'est ça qu'il a La rajouté. jonction s'est faite. Michel. Une dernière chose avant qu'on passe peut-être aux Ouais, gilets jaunes, gilets jaunes. proprement dit. Le Bas-Rhin se distingue malheureusement depuis des années par des profanations de cimetières juifs. Quand par hasard on arrive à mettre la main sur les profanateurs, ça se révèle être des skinheads quand même. Ça existe encore. Zemmour, pour des raisons de simplification idéologique, fait semblant que c'est complètement marginal. Non, de démographie. Cette France-là n'est pas marginale. Cette France-là s'exprime, profane les cimetières, fait des quenelles dans les cortèges. C'est pas exactement les mêmes qui font Merci. les quenelles Merci, et les Natacha. néo-nazis. C'est pour ça Non, mais que d'accord. tout ça se mêle. D'accord, et mais ça donne un existe. maelstrom Les deux existent. épouvantable. Voilà. Michel Onfray, est-ce que vous soutenez toujours les gilets jaunes? Oui, bien sûr. Il y a une revendication dès le départ de gens qui nous font savoir, c'est le retour du refoulé maastrichtien, les gilets jaunes. Donc ils font savoir leur souffrance, leur misère, leur pauvreté. Ils ne disent pas on est contre les impôts, ils disent juste nous on paie tous les impôts que vous voudrez, sauf qu'on ne peut plus les payer. Et si vous nous faites payer des pleins d'essence qui sont supérieurs à ceux que nous payions précédemment, nous n'allons pas pouvoir continuer. Ils disent mais en plus de ça on veut bien payer des impôts, mais c'est pour le service public, il n'y a plus de service public. Ils ne disent que ça au départ, et je suis fidèle à ça. Donc, par la suite, qu'effectivement, un certain nombre de gens aient senti qu'effectivement, il y avait là quelque chose à récupérer. Je pense à la gauche, quand même. On a oublié ce que disait Éric Coquerel. Ils ont un bon community manager. Là, si vous cherchez sur Internet aujourd'hui ce que disait Coquerel ou ce que disait la France Insoumise dans les 10 premiers jours, c'était pas extraordinaire. Coquerel est l'un des plus invités aujourd'hui sur les plateaux télé. Pendant 10 jours, il n'aurait pas parlé. Il n'aurait jamais commenté. Drôle, hein? Aucune trace des interventions de Coquerel pendant 10 jours. C'était l'époque où on traitait les gilets jaunes de fascistes, de gens qui étaient soutenus par le Front National, donc etc. à l'extrême droite. Et puis après, ça a été la première récupération. C'est le problème du défaut d'organisation des gilets jaunes. Je défends les gilets jaunes, je déplore qu'ils ne soient pas organisés, qu'ils n'en soient pas capables, parce qu'il y a deux types de récupération. Une récupération de la gauche, ça me paraît évident, y compris le Parti Socialiste. Ce sont quand même tous ces gens-là qui ont rendu possible la misère qui fait sortir ces gens dans la rue, quand même. Il pourrait y avoir un minimum de décence. Et puis une autre récupération qui est l'islam. Un islam intégriste qui a estimé effectivement que c'était très intéressant de sucer la roue de ce mouvement. Et on les a vus très précisément. Moi, j'ai regardé ma télévision comme tout le monde et j'ai pas d'informations très précises, mais le jour du saccage de l'Arc de Triomphe. Les images ont bien montré qui saccageait. Alors évidemment, aujourd'hui, il suffit de porter un gilet jaune pour dire je suis gilet jaune et d'avoir un certain nombre de journalistes qui disent regardez les gilets jaunes puisqu'ils font ceci ou ils font cela. Je rappelle que quand des gilets jaunes ont célébré la messe de Noël, je crois avec l'évêque de Montauban, enfin avec un évêque, personne n'a titré le lendemain que tous les gilets jaunes étaient catholiques ou qu'ils étaient bigots ou qu'ils allaient à la messe. Jamais le Monde n'a dit une messe à tel endroit, les gilets jaunes sont des cathos. Le retour des curés, personne n'a dit ça. Donc il y a effectivement un intérêt à noyer le propos original des gilets jaunes, et je soutiens ce propos original et originaire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a une menace de gauche, une menace islamiste, et que comme par hasard, convergence des luttes, cette gauche plus cet islamisme finissent par faire quelque chose d'assez cohérent qu'on appelle de fait l'islamo-gauchisme. C'est aussi travaillé par l'extrême droite. Hein, les gilets jaunes Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont Elles sont tenues assez loin, Marine Le Pen. Elle n'a jamais récupéré. Si, elle a bien soufflé sur les braises au début. Avec habileté, il faut le reconnaître. Très habile et voilà. discrète. Mais vous parliez... Non, mais elle n'a pas récupéré le mouvement quand le mouvement commençait à exister véritablement médiatiquement. Non, c'est vrai. C'était dès le départ, Oui, dès en le disant départ, ce sont les idées que nous défendons. Cette gauche-là, elle a été 10 jours à tergiverser. Rappelez-vous Clémentine Autain, qui a quand même dit très précisément, je n'irai pas. Il y a des fâchés qui sont des fachos. C'était l'expression à l'époque, hein, pour que les médias s'en souviennent. Ne comptez pas sur moi pour défendre la France insoumise, Michel Onfray, vous le savez. Donc, c'est pas ici. Mais nous, on était fâchés, mais on n'est pas des fachos. Ah, formidable, on était sûr que les médias allaient retenir ce matin. Fâchés, fachos. C'était pour quand même. Mais vous avez... C'est les communicants. Hein, Vous avez parlé de propos originels. Moi, je voudrais quand même parler de péché originel des Gilets jaunes. Cette absence
d'organisation. Encore qu'il y ait quand même des porte-paroles qui ont bien attiré la lumière à eux. Le fait de dire, vous enfilez un gilet jaune, vous êtes un gilet jaune, ça a eu des effets extrêmement pervers. Oui. Et ça a un deuxième effet pervers maintenant, parce que vous interrogez les vrais gilets jaunes, c'est-à-dire des gens qui expriment une souffrance sociale et parfois même une détresse sociale. Vous dites, bon, vous entendez des slogans antisémites, vous voyez Finkielkraut, ils vous répondent, enfin ceux qui ont été interviewés, je ne les condamne pas au nom de la tolérance. C'est-à-dire qu'ils tolèrent des choses dont ils savent bien qu'au fond c'est pas bien, qu'ils ne les soutiennent pas au fond d'eux. Mais voilà. Donc il y a quelque chose qui maintenant devrait être de mettre les gilets jaunes devant leurs responsabilités. Sous sa forme actuelle, le mouvement des Gilets jaunes ne peut pas continuer. C'est devenu une anarchie totale. Ils sont noyautés par des tas de gens infréquentables. Ils font les frais de la démocratie représentative qui ne les représente plus et ils ne veulent pas passer par les corps intermédiaires. Oui, c'est vrai. Ils se disent, mais les partis, les syndicats, on n'en veut plus. L'Assemblée nationale, le Sénat, ils nous ont trahis. On avait voté non à Maastricht, ils nous ont dit vous l'aurez quand même, et les députés ont voté contre le peuple. Donc il y a juste... Pas Maastricht. Traité de 2005. Oui, de 2005, pardon. Et, il nous aurait fait le coup si on avait voté non à Maastricht. Mais alors on va vers l'insurrection, on va vers l'absorption dans le grand débat et la dilution. Il y a cette idée qu'ils ne croient pas à la démocratie représentative, et je ne pourrais pas trop leur donner tort. Il y a l'idée qu'il faut réinventer la démocratie directe. Comment réinventons la démocratie directe quand on n'a pas forcément la culture qui permettrait d'aller voir les racines de la démocratie directe, par exemple, dans la Révolution française, dans la tradition girondine, dans les options proudhoniennes du 19e siècle. Si moi j'arrive par exemple, on dira mais attendez, Onfray va pas nous donner des leçons, il va pas nous expliquer comment il faut faire. Donc il faudrait que l'organisation proviennent des gens eux-mêmes. Il y a eu Commercy, la rencontre de Commercy qui était extrêmement intéressante et qui n'a pas intéressé les journalistes, mais qui était un début d'organisation. Il est bien évident que si on avait mis en évidence ce moment-là, on aurait pu donner une chance médiatique à d'autres qui auraient pu se dire tiens oui, finalement, organisons-nous. Mais évidemment, on préfère montrer la violence, la brutalité, les voitures qui flambent, plutôt que des gens qui disent si nous réinventions la démocratie directe à Commercy, comme ça c'est fait. Non, mais c'est évident c'est pour ça. Allez-y, Eric. Non, mais je disais que c'est évident qu'il y avait une alliance entre les médias, le pouvoir politique qui donne des ordres à la police de gazer certains et de ne pas toucher d'autres pour diaboliser le mouvement des Gilets jaunes et pour en donner la pire image. Même si ce ne sont pas tous les médias et que c'est plus, chez certains médias, une mécanique de la représentation et de l'image qui fait que ça donne on montre ce qu'on veut en même temps. Disons, les médias d'information continue, c'est pas exactement la même chose. C'est quand on fait un texte. Voilà, quand on fait un texte, on est obligé de s'arrêter, de se poser, de réfléchir, etc. Alors que quand on est obligé de tenir 3, 4, 5 l'information continue, on a des images, et effectivement, une image, c'est un cadrage. C'est un choix. Bien sûr. Si on filme quelque chose, on filme pas ce qui est à côté. Bien sûr. Et on voit bien, on dit, mais il n'y a pas un peu de fumée, il n'y a pas un peu de feu, il n'y a pas un peu de gaz lacrymogène, quand est-ce que ça va commencer? Et puis on pose la caméra là où il se passe quelque chose, par définition. Donc ça, c'est pour ça que les médias, c'est franchement excessif. Simplement, je pense que de même que les gilets jaunes, c'est un terme qui n'existe pas et qui n'existe plus du tout. Il faut voir ce mouvement comme un surgissement le 17 novembre, quelque chose qui tout à coup remonte vraiment du fond de la vie politique française et du fond surtout du pays. C'est-à-dire que ça surgit un peu partout de façon totalement spontanée. Ce qui se passe ensuite, par ce qu'explique très bien Michel, à savoir le fait qu'ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas s'organiser parce que c'est le contraire absolu de ce mouvement, fait que le fait de baptiser ça mouvement est déjà totalement excessif. C'est simplement un soubresaut qui aurait nécessité de la part de l'ensemble des institutions du pays une prise en compte, une écoute et la possibilité de comprendre que la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui a atteint des limites intolérables dans la mesure où justement elle ne représente plus rien. Dans la mesure où la confiance est brisée entre ces différentes institutions qui sont perçues comme des élites fermées et le peuple au sens large, même s'il faut se méfier car cette notion de peuple est extrêmement instrumentalisée. Donc il aurait fallu, dès le départ, avoir des réponses politiques qui permettent d'inclure l'ensemble de la population. Il était évidemment beaucoup plus facile de confiner les gilets jaunes dans une sorte de mouvement qui se radicalisait parce que fatalement ils devaient se radicaliser. Les gens qui au départ ont spontanément exprimé leur colère sont rentrés chez eux. Une part des artisans, des commerçants, des petits patrons qui étaient là au début, et c'était le cœur du mouvement au début, ils sont rentrés parce que tout simplement, eux, l'insécurité économique, ils peuvent pas la supporter. Mais
ceux-là Ils sont rentrés parce qu'ils étaient menacés. Évacués. Ils étaient menacés, ils sont menacés physiquement, moi ça fait des semaines que je le dis, ils sont menacés physiquement par les Black Blocs ou par d'autres dans les manifestations du samedi. Je veux dire, on n'est plus dans les manifestations de novembre. Donc il faut arrêter de disserter sur ce mouvement. Mais c'est plus les Gilets jaunes. Moi je dis ça depuis des semaines. C'est fini les Gilets jaunes. Comment on fait en sorte de ressouder une nation autour d'un projet qui soit un projet de société vivable. Et alors vous croyez au grand débat justement? Vous pensez que le grand débat c'est la bonne solution? Comment dire? Non mais avant de disserter, il faut analyser le mouvement jusqu'au bout, parce qu'il y a une grande ambiguïté dans ce mouvement. Il n'y a pas de meneurs. Si, il y a des meneurs. Et ils sont souvent pas très présentables. Il y en a justement, donc il n'y en a pas Maxime Nicole, son analyse de l'attentat de Strasbourg, je regrette, si c'est ça le meneur des Gilets jaunes, faut quand même... Mais justement, il n'y a pas de meneur, Eric. Ensuite, on peut être opposé à la démocratie représentative, mais au sein des Gilets jaunes, les positions sont assez contrastées. Ingrid Levavasseur, elle voulait mener une liste, regardez ce que ça a donné. C'est quelqu'un qui a été bousculé, insulté. C'est pas opposé à la démocratie représentative. Si, je pense que ça ne sert à rien. Qui pointe le fait que la démocratie représentative aujourd'hui est utilisée contre une part du peuple. Mais c'est pas l'analyse d'Ingrid Levavasseur, et elle n'a pas le droit de la porter. Donc il y a quelque chose qui ne va pas non plus dans ce mouvement, puisque toute tentative d'en sortir se heurte à une fin de non-recevoir à l'intérieur même du mouvement. Vous vouliez intervenir? Oui, moi j'aime beaucoup les histoires de la Révolution française. Eric, j'en ai lu beaucoup, et celle de Taine est extrêmement intéressante parce qu'elle elle laisse une place extrêmement importante à ce qui a rendu possible la Révolution française. Et nous sommes dedans. C'est-à-dire les 300 premières pages des origines de la France contemporaine de Taine, nous y sommes. Et l'histoire des révolutions, c'est toujours l'histoire de la récupération des révolutions. Vous avez un mécontentement populaire, oui, ça part dans tous les sens, oui, il y a des choses contradictoires, oui, il y a des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche, oui, il y a des gens qui font des quenelles, mais il y a aussi des gens qui trouvent que c'est inadmissible de faire des quenelles. Tout ça existe avec des leaders qui apparaissent, qui disparaissent, qu'on ne voit plus. Et il y a un moment donné où la Révolution française, elle est prise en main par des gens qui disent on confisque cette énergie. Vous avez des sans-culottes, puis après vous avez les Jacobins, puis après vous avez Robespierre, puis on sait comment ça se termine. Je sais qu'Éric ne va pas être d'accord. Non, je suis pas. Moi, j'adore Taine. Vous savez, Taine qui disait le peuple, virgule, c'est-à-dire l'attroupement. Donc on n'est pas loin de ça. Mais moi j'aime bien quand mais c'est pour ça que je dis ça. J'aime bien quand le proudhonien Michel Onfray lit le grand pape des réactionnaires Taine. Moi j'adore. Mais c'est un des plus grands livres que j'ai lu de ma vie. Donc c'est pas moi qui vais vous critiquer de lire Origine de la France contemporaine. Je vais pas dire le dernier des idéologues, mais celui qui n'a pas d'idéologie. C'est-à-dire que les révolutions françaises. Il est anti-révolutionnaire. Non, il établit les. Mais c'est pas grave. Mais il établit les faits et il fait une psychologie du Jacobin qui est terrible. Qui est exceptionnelle. C'est extraordinaire. Je suis d'accord avec vous. Psychologie du Jacobin. Mais il est quand même très réactionnaire et très à droite. Non, c'est juste quelqu'un qui n'oublie pas l'homme. Et qu'il dit, il y a la nature humaine, les hommes. Et on voit bien avec les Gilets jaunes qu'effectivement, il y a des gens qui apparaissent à la télévision, ils prennent la lumière, donc on leur reproche de prendre la lumière. Il y a des gens qui disent, je vais parler pour. On nous dit, mais qui tu es, toi, pour parler en notre nom? Tu n'en es pas, etc. Absolument. Mais c'est de la nature humaine. Tout à fait d'accord. Et c'est pas parce qu'il serait le pape des réactionnaires ou des contre-révolutionnaires, parce que c'est plutôt de Maistre, c'est plutôt Bonald, c'est plutôt ces gens-là, mais que c'est un personnage qui continue à faire de la psychologie dans l'histoire. Mais moi je suis d'accord. Et si on ne fait pas de psychologie, si c'est la discussion, parce qu'il faut faire de la psychologie quand on parle des Gilets jaunes. C'est pas seulement une aventure de pure sociologie, c'est pas seulement une aventure de marxisme. C'est toujours mêlé, Il y a des passions humaines, avec des passions tristes. Il y a du ressentiment, il y a de la revanche, il y a de la colère. Moi j'en ai rencontré à Caen une jeune fille d'une extrême colère qui dit maintenant ils ne comprennent que la violence, que la brutalité, il faut foutre le bordel, etc. Après j'ai découvert qu'elle avait une licence de philo, qu'elle voulait être prof de philo, qu'elle aimerait être actrice, qu'elle était comédienne, et puis qu'elle vendait des trucs à McDo. C'est toute l'histoire de la Révolution française. C'est tous ces talents gâchés de jeunes qui voudraient être profs de philo. Ils ne veulent pas rien, ils ne veulent pas tout détruire. Elle voudrait être comédienne ou elle voudrait être prof de philo, et elle vend des saloperies à manger. Elle est en colère. Elle est en colère et dit on s'occupe pas de nous, on crève la faim. Donc il faut faire de l'histoire avec des passions, avec les passions, avec la psychologie, avec des choses qui sont des moteurs de l'histoire. Le moteur de l'histoire, ressentiment, finalement la haine. Il y a un moment donné on dit on n'en peut plus. Ça fait des mois que Macron répond par le mépris, par la déconsidération, par la criminalisation. Vous êtes des fascistes, vous êtes des nazis, vous êtes des chemises brunes, vous êtes homophobes, et vous êtes des crétins, vous êtes des
fumeur et vous roulez au diesel. Puis maintenant, quand vous n'avez pas compris, après l'agression verbale, ça va être l'agression physique. On vous cogne dessus, on vous éborgne, on vous tire dessus, etc. Alors quel débouché alors? Quel débouché pour les gilets jaunes? Il y avait au départ un travail à faire de la part d'un président de la République qui voulait être jupitérien et qui ne l'a pas été. Défaut de Jupiter, c'était un nain et il n'a pas su répondre autrement que par le mépris, la violence et la brutalité policière. Il ne fait toujours pas ce qu'il faut parce que là aujourd'hui il instrumentalise l'antisémitisme. Formidable, on s'en va dire, allons au mémorial de la Shoah et puis c'est pas bien toutes ces choses-là. Mais on lui demande pas ça, d'utiliser les victimes de la Shoah qui méritent respect et pas une utilisation de politique politicienne. Il est président de la République, que va-t-il faire? Il devrait prendre la parole plutôt que d'aller au musée de la Shoah. Hier soir, il aurait dû prendre la parole au journal de 20h et de dire j'ai décidé que je ferai ceci pour lutter clairement faire le grand débat, Michel. Mais le grand non, mais c'est pas le grand débat. Michel, ouais. Mais il y a eu un moment donné où la totalité des propositions des Gilets jaunes ont été listées en décembre. On les connaît. Pas la peine de dire on va faire parler tout le monde. Vous qui parlez sans cesse de Maastricht avec raison, vous savez très bien que, en fait, ces Gilets jaunes sont les vaincus du monde créé à Maastricht. Complètement. Et que Macron est le représentant des vainqueurs du monde créé à Maastricht. Absolument. Donc c'est soit, ce que je dis ici depuis des mois, soit il est le général de Gaulle et il trahit les gens ceux qui avaient mis le général de Gaulle sur le pavois, c'était les gens de l'Algérie française, et il les trahit et il fait l'Algérie indépendante. Ça, c'est le général de Gaulle. Soit il reste, on est d'accord, soit il reste sur sa base électorale, c'est-à-dire les vainqueurs de la mondialisation, et il ne peut rien faire pour les Gilets jaunes. On ne changera pas de cap. Ben voilà, c'est logique, au moins c'est logique. Voilà, on débat c'est compréhensible au moins. En effet, cela, il y avait deux options. Il a choisi celle qu'il est en train de jouer avec un cynisme qui, à mon avis, est profondément risqué. Oui. C'est de creuser le fossé, de cultiver le désert entre lui et Marine Le Pen. C'est normal, c'est sa réélection qui est en jeu. Bien sûr, son but étant de se retrouver au second tour face à Marine Le Pen. Et on avait fait un sondage dans Marianne il y a 2 semaines qui montre que c'est un jeu extrêmement dangereux parce que ça bouge. Ouais, et que non, c'est pas dangereux. Natacha, c'est pas dangereux. Il gagnera à tous les coups. Il gagnera à tous les coups. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se préparer justement parce qu'on ne maîtrise pas les colères et qu'on ne maîtrise pas le ressentiment. Mais il y aurait eu une autre option, en effet. Le 31 décembre, lors de ses vœux, il pouvait dire « Je vous ai entendu, je vous ai compris. Et mais ce n'est pas je vais aller à Bruxelles expliquer qu'il y a le feu à la maison. Et qu'on va arrêter de jouer maintenant, que ce qui s'est passé en France va se passer dans toute l'Union européenne, que ça se passe sous d'autres formes parce que tout le monde n'a pas la Ve République et que donc ça se passe par la montée de partis qui sont des partis dits populistes, mais qu'à un moment donné, eh bien, il faut comprendre que tout va s'effondrer. Et ça s'appelle affronter l'Allemagne, un rapport de force. En effet, ça s'appelle instaurer un rapport de force vis-à-vis de l'Allemagne notamment. Mais oui. Et c'est ce qu'il n'a pas fait pour l'instant. Et je crains qu'il ne le fasse pas. On peut toujours rêver. Ce serait intéressant d'imaginer un Emmanuel Macron capable tout à coup d'un bouleversement personnel. Je n'y crois pas. Je pense, hélas, que nous avons aujourd'hui dans les rues ce qui est exactement l'équivalent des sans-culottes. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les sans-culottes invalident la Révolution française? Est-ce que parce qu'il y a eu des gens qui étaient vraiment... C'était pas la fine fleur, hein, les sans-culottes. C'était absolument épouvantable. Et c'était des gens qui étaient capables d'envoyer à l'échafaud sous les cris de joie des innocents sans aucun problème. Or, est-ce que ça signifie que la révolte qui était née était injustifiée? Non. Eh bien, c'est exactement ça. C'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent cracher sur Finkielkraut, le menacer, ou qui sortent des horreurs sur tout et n'importe qui, ou qui sont violents. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas entendre ce qui s'est dit à partir du 17 novembre. C'est même au contraire parce qu'il y a ça maintenant qu'il est extrêmement mais la base de votre raisonnement, de prendre des mesures politiques. Ça, Natacha, c'est pas d'antenne. Hein. Non, parce que Ten dit le contraire. Oui, je sais. Mais je ne suis pas tout à fait sur la ligne de Ten. C'est pour ça que je fais exprès. Oui, ça, on l'avait remarqué. Et la base de votre raisonnement, c'est qu'il faut prendre pour émanation du peuple les gilets jaunes et non pas comme émanation du peuple ce qui sort des urnes. Non, pas du tout. Comment on fait si. Le peuple, c'est une notion extrêmement complexe. Il y a 2 instances populaires antagonistes. Il y a une ne pose part pas une mauvaise question. Non, mais c'est vrai, c'est une excellente question. Parce que c'est pas les mêmes. On tourne autour depuis le début de ce mouvement. Évidemment, c'est les deux France depuis le début. Nous, à Marianne, nous avons titré notre numéro sur les Gilets jaunes. Nous sommes le peuple et nous ne nous tairons plus. Ce qui ne signifiait pas
nous sommes tout le peuple. Ouais, mais... Ce qui ne signifiait pas ceux qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement ne sont pas le peuple. Là, ça se complique. C'est tout simplement parce que ce qui surgissait, c'était de la part de ces gens. Nous aussi, nous sommes des citoyens et nous devons être entendus. D'ailleurs, c'était à un moment où ce mouvement était soutenu par 80% du pays. C'est énorme, 80% du pays. Et encore aujourd'hui, vous avez quasiment 50% des gens qui soutiennent ce qu'a été ce mouvement. Quand on voit les débordements, on se dit qu'encore 50%, c'est beaucoup. Ça signifie que c'est par ce mouvement que s'est exprimée une colère qui, en fait, était sous-jacente depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas s'exprimer par les urnes. Et c'est pour cela que le cœur du sujet, c'est la question de la démocratie représentative, des institutions et de la façon dont elles ont été détournées de leur sens. La République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce qu'à partir du moment vous avez des instances internationales qui confisquent la souveraineté, vous pouvez encore parler de démocratie. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez un parti qui a 350 députés avec 14,5% des inscrits au premier tour des législatives, vous pouvez encore parler d'une démocratie qui fonctionne? Non. Donc l'urgence, c'est de comprendre comment on fait en sorte que tout le peuple, c'est-à-dire pas les gilets jaunes ou pas une autre part du peuple, que tout le peuple puisse faire émerger le bien commun et qu'on puisse déterminer quelle est la volonté commune. Toute la question est là, malheureusement. C'est la question et ça sera la conclusion. Michel, vous voulez rajouter un mot pour... Non, ça pose la question du grand homme, de celui qui est capable de récupérer l'histoire, qui fabrique l'histoire et que l'histoire fabrique en même temps. Et effectivement, il peut y avoir le meilleur, il peut y avoir le pire. Le grand homme, ça a été aussi Bonaparte, ce sera ensuite Napoléon. Il y a eu aussi le général de Gaulle, puis il y a eu aussi le grand homme qui était Pétain. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, ou le grand homme qui était Robespierre. Mais on peut pas faire l'économie du personnage qui serait susceptible de cristalliser tous ces mécontentements et qui mettrait à peu près tout le monde d'accord. Un peu à la manière de l'huître et les plaideurs. Hein. Et vous le voyez là ? Non, mais par définition, l'homme providentiel, on voit pas qui c'est. C'est quelqu'un. De Gaulle, à un moment, on a vu qui c'était, non ? Ça dépend quand on commence l'homme providentiel. Oui, en 57, le fameux sondage qui lui donne 1% d'avenir. Il y a 1% de gens qui lui voient un avenir, on est en 57. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses dites sur il nous faudra un dictateur, aller voir du côté du général de Villiers. Enfin, on a aussi entendu ces choses-là. Il y a eu quelques années, quelques mois, je ne sais plus, mais des gens qui disaient il nous faudrait une solution autoritaire, on s'en sortira pas sans quelqu'un qui dirait allez, on y va et on fait des choses comme... Donc il y a ce désir-là, il y a un désir chez les Gilets jaunes de dire personne ne nous représentera parce qu'on ne veut pas de toute façon être floué, on sait comment ça marche. Une incapacité à inventer la démocratie pas participative, surtout pas, mais la démocratie indirecte, je dirais, à la Proudhon, parce que c'est compliqué, c'est pas simple, c'est pas facile, et il faut faire tomber les vieilles logiques jacobines depuis au moins Philippe le Bel. On est jacobins avant les jacobins en France, hein. C'est une espèce de longue tradition. Quand même. C'est millénaire, et oui. Et de dire, il n'y a pas de France sans ce jacobinisme, Michel. Il n'existe pas, la France n'existe pas. Ah non, on ne repart pas dans le débat jacobin-girondin, messieurs. On finit toujours là. Vous avez raison, il n'y aurait pas eu de France sans les jacobins. Mais il pourrait y avoir une autre France sans les jacobins. Si justement on parlait de Proudhon, d'une autre organisation, d'accord. On peut discuter justement pour éviter l'homme providentiel en disant mais organisez-vous à la base et puis acceptez le principe que parmi vous, moi je n'en suis pas, je suis un compagnon de route, mais je ne peux pas faire semblant de me porter le gilet jaune, c'est obscène. Mais j'écris, je pense, je travaille, je produis des textes sur ce sujet-là. Mais c'est à eux de dire on va faire le ménage. Et on va faire le ménage et on va écarter la gauche qui veut nous récupérer, certains islamistes qui veulent nous récupérer, ou d'autres qui veulent nous récupérer, Marine Le Pen, Dupont-Aignan ou je ne sais quoi, en disant nous allons inventer un certain nombre de propositions. Sauf que moi j'ai vu des gens à Caen ou en Normandie qui souhaitaient ce genre de choses, puis après j'ai appris qu'ils grenouillaient pour avancer leur carte personnelle et pour tirer leur épingle du jeu parce que ça leur permettait d'être invités sur des plateaux de télévision, etc. Et les pauvres gilets jaunes que je connaissais qui me disaient ah telle personne formidable, fantastique, et je me disais si vous saviez comment ces gens-là se servent de vous plutôt qu'ils ne vous servent. Donc les gens qui auraient le sens de l'intérêt général et du bien public et qui diraient mais le grand homme c'est pas celui qui dit je vais faire ce que je veux, c'est je ferai ce que vous me demanderez de faire. Je porterai votre message parce que pour l'instant les gilets jaunes c'est comme un enfant qui apprend à parler. On peut pas lui demander de discourir,
dire, d'argumenter, de tenir un long discours. Moi, j'ai toujours une grande émotion devant la souffrance de ce peuple de Gilets jaunes et puis une colère qui s'empare de moi quand je vois les gens qui récupèrent. Encore une fois, Michel, on pourrait vous opposer que Macron fait ce pourquoi il a été élu, ce pourquoi ses électeurs l'ont élu. Ses électeurs. Oui, ses électeurs. Sauf que on sait très bien qu'il y a une confiscation aujourd'hui du vote et que quand on instrumentalise Marine Le Pen en disant qu'il faut absolument qu'elle soit au second tour, sur une chaîne d'information continue, l'autre jour on lui consacrait 52 minutes. C'est drôle, on dit qu'elle est nazie, qu'elle est fasciste. C'est drôle de consacrer 52 minutes à des fascistes et à des nazis. Mais on parlait de son père, de ses sœurs. Il n'y avait aucun problème avec cette femme qui n'était plus nazie. Et puis dès que les élections arrivent, hop, il faut absolument qu'elle soit nazie. Pour deux choses. La première, c'est qu'on a besoin d'elle, il faut qu'elle soit au second tour. Et la deuxième, c'est au second tour, on dira, vous avez choisi maintenant, hein, c'est la démocratie des progressistes contre le nazisme. Exactement. Et donc vous avez le choix entre Adolf Hitler et Jean Moulin. Et donc on n'a pas trop le choix. Donc après, quand les gens disent, ah non, nous on n'y va pas parce qu'on n'y croit plus, donc on vote blanc, on vote pas, on vote n'importe qui ou n'importe quoi, etc. On dit, mais enfin, vous l'avez élu. Et quand on dit, mais il est légitime, vous n'êtes pas républicain quand vous demandez la démission de Macron. Mais on n'est pas républicain quand on a été élu sur ces principes-là, qui ne sont plus les principes de la démocratie. C'était la réponse. On commence ce débat maintenant. Alors, non mais là le débat est trop loin, c'est aussi l'incapacité. C'est un beau débat exceptionnel. Non mais c'est aussi l'incapacité d'une opposition à faire des alliances politiques, je le répète sans cesse, qui permettent d'échapper. Mais non, c'est pas un fantasme. Vous n'avez pas cité, on n'échappe pas à ça. Vous n'avez pas cité votre phrase préférée de Warren Buffett là. Mais là il connaît la lutte des classes. La lutte des classes existe et les riches ont gagné. Allez, merci beaucoup. C'est l'heure de retrouver Alba Ventura, si vous voulez bien, Michel. On est en très